Bonjour, bienvenue à notre première conférence de la deuxième saison d'existence du Centre de promotion de la santé Avantage. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de l'Alzheimer. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui notre conférence d'ouverture plutôt qu'un jeudi, comme c'est habituellement l'habitude. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis David Lucier, je suis médecin gériatre, je suis le directeur scientifique du Centre de promotion de la santé Avantage. Donc, merci pour votre présence. Vous savez que vous êtes au cœur de nos priorités. Notre santé, c'est vraiment notre priorité au Centre de promotion de la santé Avantage. Je voudrais aussi souligner la présence dans la salle aujourd'hui de Mme Ginette Sonnet, qui est la directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui est le CIUS dont fait partie l'Institut de gériatrie. Dr Céline Crowe, qui est la directrice des services professionnels par intérim du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Puis Dr Sylvie Belleville, qui est notre conférencière aujourd'hui, mais qui est aussi la directrice de la recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, ces trois personnes-là, qui sont un peu les maires, si on veut, d'Avantage, sont aussi le comité scientifique d'Avantage. Puis on est heureux que les gens du CIUS là, appuient Avantage avec autant d'enthousiasme. Donc, qu'est-ce que c'est le Centre de promotion de la santé Avantage? Si vous ne le savez pas, c'est un centre de promotion qui veut permettre à toute personne de 55 ans et plus de profiter d'un accès direct aux plus récents résultats des quelques 50 équipes de chercheurs de notre centre de recherche. Comment? Grâce à des conférences gratuites comme celle d'aujourd'hui, des formations, des ateliers, des publications sur divers sujets qui nous concernent tous, donc les habitudes de vie, le bien-être physique, la santé cognitive et la santé psychosociale. Donc, Avantage, c'est un projet unique et novateur. C'est aussi le fruit d'une extraordinaire collaboration qui permet de transmettre ces résultats de recherche dans un langage simple, clair et accessible. Donc, je le disais, c'est notre deuxième saison à Avantage. On en est très fiers. Donc, l'année 2014-2015, ça a été notre première année. On a eu 17 conférences gratuites, 5 formations. Et ça a été, selon nous, beaucoup de succès parce qu'on a eu plus que 1700 participants à nos activités. Puis cette année, on vise une diffusion encore plus large pour rejoindre encore plus de gens pour transmettre les savoirs. Donc, on est très fiers de vous présenter aujourd'hui notre offre pour la saison 2015-2016 qui va être encore plus diversifiée puis amplifiée en augmentant beaucoup le nombre de formations pour rejoindre un nombre plus important d'aînés. Donc, 8 conférences gratuites cet automne, on va les revoir en détail. En tout, 19 conférences jusqu'en juin, par des experts, des chercheurs et des cliniciens de l'Institut de gériatrie ou par des spécialistes externes dont nous reconnaissons la pertinence et l'expertise. 5 formations et 2 ateliers pour permettre de jouer un rôle actif dans le vieillissement. Donc, en détail, la programmation. Aujourd'hui, Dr Sylvie Belleville qui va nous parler de la maladie d'Alzheimer. On continue cette semaine, on profite que ce soit la Journée mondiale de l'Alzheimer pour avoir une deuxième activité sur la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on parle de science. Jeudi, on va y aller avec un panel qui va aborder différents aspects médicaux et sociétaux. Donc, avec une infirmière qui est coordonnatrice des projets Alzheimer et aussi un sociologue et la coordonnatrice de la Société d'Alzheimer. Donc, je pense que les deux conférences se complètent très bien pour parler de la maladie d'Alzheimer. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des personnes âgées. On va avoir un événement assez spécial ce jour-là parce qu'on va avoir Sébastien Richard, qui est un chargé de cours en sociologie du vieillissement à l'Université de Montréal, qui va présenter une conférence débat sur la discrimination et les aînés, donc l'agisme. Ce qui va être intéressant, c'est que tous les gens intéressés peuvent y assister, mais il va aussi y avoir des jeunes élèves du secondaire, donc du Collège Notre-Dame, du Collège Jean-de-Brébeuf, qui se sont déjà préparés, qui ont déjà réfléchi à la question de la discrimination envers les aînés. Donc, on va pouvoir avoir un genre de discussion, débat entre des aînés et des jeunes pour la Journée internationale des aînés. Donc, on est très fiers de cette activité-là. Le 15 octobre, Dr Gloria Gilliou, qui est ici aujourd'hui, qui est médecin, bioéthicienne, professeure émérite à l'Université de Montréal, qui va nous parler de résilience chez les personnes âgées. Cette conférence-là est offerte en collaboration avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Le 5 novembre, Comment prévenir les chutes, Dr Joanne Filiatro, qui est chercheur à l'Institut de gériatrie. Le 12 novembre, un sujet qui est très d'actualité, vous en avez sûrement entendu parler beaucoup, les caméras en CHSLD. Donc, M. Hubert Doucet, qui est éthicien, qui va réfléchir à la question d'un point de vue éthique. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas les permettre? Ces deux conférences-là aussi sont offertes en collaboration avec l'Observatoire Vieillissement Société.
Un autre sujet d'actualité, c'est la loi sur les soins de fin de vie qui va être en vigueur le 10 décembre. Dans cette loi-là, on parle beaucoup d'aide médicale à mourir. On va avoir une conférence sur ce sujet-là en janvier. Mais il y a aussi un aspect méconnu de la loi qui est les directives médicales anticipées. Ce qu'on appelait des fois aussi le testament de vie, là, comment dire à mes proches ce que je voudrais qu'il soit fait si je ne peux pas prendre des décisions moi-même. Il y a une grande partie de la loi sur les soins de fin de vie qui s'occupe de cet aspect-là. Puis le Dr. Yvette Lajeunesse, qui est médecin ici, va venir nous expliquer comment faire des directives médicales anticipées pour que ce soit respecté. Enfin, la dernière de l'année, le 10 décembre, la contribution des aînés à la vie socio-économique et culturelle par M. André Ledoux de l'Observatoire Vieillissement Société. Donc, plusieurs conférences avant Noël et encore plus après Noël. Toutes ces conférences-là ne seraient pas possibles grâce à nos partenaires privilégiés, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, le groupe Maurice. Et évidemment, on remercie aussi le Centre de recherche de l'Institut de gériatrie, l'Observatoire Vieillissement Société, qui nous aide surtout pour le contenu scientifique des conférences. Ça, c'était les conférences. On a aussi beaucoup de formations qui s'échelonnent sur quelques semaines, sur 8 semaines en général. Quelque chose de nouveau. Donc, cette année, vous verrez que la plupart des formations s'échelonnent sur 8 semaines. Il y a une raison pourquoi le 8 semaines, c'est qu'il y a un nouveau programme du gouvernement fédéral qui permet d'avoir un crédit d'impôt pour les frais d'inscription, si c'est 8 semaines et plus. Donc, vous pouvez avoir un crédit d'impôt pour les frais d'inscription en conférence. 2 nouvelles formations, pas aux conférences parce qu'elles sont gratuites, mais aux formations. 2 nouvelles formations. La Zumba Gold sur chaise. Vous connaissez probablement la Zumba, qui est une activité physique et rythmée, sorte de danse, exercice sur de la musique. On peut penser que c'est un peu exigeant pour des aînés. Donc, il y a une version qui est plus adaptée pour des aînés, qui est sur chaise et Gold. Le Gold qui veut dire âge d'or et le sur chaise qui veut dire sur chaise. Donc... parce qu'on peut aussi l'avoir sur chaise, mais pour des personnes à mobilité réduite, mais plus jeunes. Mais le Gold sur chaise, c'est pour des aînés sur chaise. Et c'est parce que le Gold existe, le sur chaise existe, le Gold sur chaise n'existait pas. Donc, ça va être offert ici, là, en primeur, si on veut, avec quelqu'un qui s'est formé pour le donner. Une autre nouvelle formation, c'est du Tai Chi sur chaise. Vous voyez qu'on sait que les gens plus âgés, des fois, ont de la difficulté avec les problèmes d'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours offrir, nous, des choses qui ne sont pas offertes partout ailleurs. Donc, on essaie de le faire de façon différente. Le Tai Chi sur chaise, donc, si on a des problèmes d'équilibre, ça peut être intéressant de le faire sur chaise. La formatrice, Sifu Gabrielle, va être présente après la conférence. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez des questions à lui poser, vous pourrez la rencontrer à la sortie. Votre plancher pelvien au travail, c'est une formation qu'on offre déjà qui a beaucoup de succès. Donc, des exercices, c'est pour vous seulement, mesdames, désolé messieurs, pour exercer, renforcer les muscles du plancher pelvien, les abdominaux, les fessiers. Tout ça dans le but, évidemment, surtout de prévenir l'incontinence urinaire et fécale. Ça aussi, ça se fait beaucoup sur de la musique. Ça se passe juste à côté de mon bureau le mardi après-midi, puis il y a l'air à y avoir beaucoup de plaisir là-dedans, on se demande ce qui se fait parce que ça rit beaucoup, puis il y a beaucoup de musique. On pense à un groupe d'ados qui font un party, mais non, c'est des exercices du plancher pelvien. Donc, la formatrice... la formatrice n'est pas ici. Donc, yoga sur chaise, ou plutôt Mémo, pour commencer. Mémo, comment comprendre la mémoire et l'apprivoiser. C'est un programme qui a été développé par Dr. Belleville, qui est notre conférencière aujourd'hui. C'est basé sur des résultats d'études qui ont montré que c'est possible pour des personnes âgées d'améliorer l'efficacité de la mémoire. Donc, d'informations, des exercices, toutes sortes de stratégies pour mieux retenir l'information. La formatrice est dans la salle aujourd'hui, Anne-Sophie Langlois. Donc, si elle peut nous faire un petit coucou, elle est là-bas. Si vous avez des questions, vous pourrez lui poser des questions ou sûrement en poser à Dr. Belleville aussi si la formation vous intéresse. Yoga sur chaise, une autre formation qui a beaucoup de succès. Donc, vous connaissez le yoga pour augmenter le niveau d'énergie, la souplesse, la force, la relaxation, respiration, des exercices de posture. Le yoga sur chaise peut prévenir la douleur. Ça peut aider au soulagement de l'arthrose, de l'arthrite, la haute tension, des problèmes cardiaques et du stress. Donc, la formatrice, Mme Annie Courtecuisse, est aussi dans la salle. Elle va être dans la salle après la conférence. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser.
Du nouveau, 2 ateliers nouveaux. Un atelier sur les activités physiques, pourquoi et comment. Si on veut se mettre à l'activité physique, mais on ne sait pas vraiment comment le faire, par où commencer pour passer à l'action. Donc, ça peut nous ouvrir les yeux sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous, avoir des outils concrets pour amorcer ou poursuivre la pratique d'activité physique. Donc, celui-là va être un atelier, ça se donne en 2 fois, là, donc le 22 octobre et le 12 novembre. Un autre atelier qui a été donné en juin, qu'on redonne cette année, on parle beaucoup des tablettes électroniques comme les iPads ou les tablettes de d'autres sortes. Il y a le journal La Presse qui a annoncé qu'il n'y aura plus de papier. Là, donc, si on veut vraiment le lire la semaine, il va falloir être familier avec un iPad. Donc, des formations sur comment utiliser une tablette électronique, comment ouvrir les applications, tous les secrets de ces tablettes-là. On va avoir des experts qui sont des experts en technologie, mais aussi des experts en transmission de l'information qui vont pouvoir nous expliquer tout ça. Et les formatrices sont dans la salle aussi, Anne-Sophie Langlois et Catherine Dubé. Donc, encore là, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser les questions. On va pouvoir y répondre. Pas des questions sur les tablettes, mais sur les formations. Comment s'inscrire? Donc, les places sont limitées. Il y a des formations qui sont déjà presque complètes, donc plusieurs façons en personne, à la sortie de la conférence, par téléphone ou par courriel. Donc, différentes façons de s'inscrire. Une autre nouveauté et avantage cette année, il y a quelques autres nouveautés. Donc, on a un nouveau volet qui est avantage en tournée. Qu'est-ce que c'est avantage en tournée? C'est pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir ici. Nous, on peut se déplacer pour aller dans les milieux. Donc, on a des conférenciers qui peuvent aller donner. C'est la plupart des conférences qu'on a offertes l'an dernier sont maintenant offertes en tournée. Donc, on peut aller dans des organismes communautaires, des CLSC ou des différents endroits. 9 conférences qui sont offertes, une formation pour le grand public, 2 formations de multiplicateurs. Donc, si ça vous intéresse d'accueillir dans votre milieu, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse y aller. Enfin, les maisons d'édition. On est très, très enthousiastes par rapport à ça. On a 4 publications, 4 livres qui sont en préparation, qui devraient être publiés dans la prochaine année. 12 des grands sujets du vieillissement par Dr Belleville avec la collaboration des chercheurs du Centre de recherche de l'Institut de gériatrie. Un livre DVD de yoga sur chaise pour traiter la douleur chronique, donc avec des exercices pratiques qu'on va pouvoir suivre sur le DVD. Comment prévenir l'incontinence par Dr Chantal Dumoulin et comment survivre à son hospitalisation par Diane Boyer. Donc, tous ces livres-là devraient être lancés au cours des prochains mois. Du nouveau aussi, on a oublié de le mettre dans la présentation, c'est qu'on a depuis la semaine dernière une page Facebook. Si vous êtes familier avec Facebook et vous voulez être mis au courant et suivre toutes nos activités, vous pouvez vous inscrire sur notre page qui s'appelle Avantage IUGM. On a aussi une infolettre, donc encore là, c'est une très bonne façon d'être au courant de toutes nos activités. Alors, vous avez ici l'adresse de l'infolettre que vous pouvez, pour vous abonner à l'infolettre, vous pouvez vous rendre sur notre site web qui est indiqué ici. Donc, encore là, merci d'être là aujourd'hui et on espère que vous allez nous suivre pour participer à toutes nos activités dans la 2e année d'Avantage. Maintenant, je retrouve mes papiers. OK. Je n'ai pas vraiment besoin de papier pour présenter Dr Belleville, mais on va essayer de rien oublier. Donc, notre conférencière du jour, on disait que c'était la Journée mondiale de l'Alzheimer. Donc, on a une conférence qui est par Dr Sylvie Belleville, qui est PhD, directrice de la recherche à l'Institut de gériatrie de Montréal, professeure de psychologie à l'Université de Montréal, mène des travaux de recherche en neuropsychologie du vieillissement. Elle s'intéresse plus spécifiquement à la façon dont la mémoire se modifie avec l'âge. Puis elle est vraiment reconnue internationalement pour ses travaux sur la plasticité cérébrale. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les médias en fin de semaine, il parlait beaucoup des résultats d'une de ses études qui a été publiée récemment. Et ça fait la une ou la première page aujourd'hui du Journal of Alzheimer's Disease, qui est la sommité dans le domaine là, de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, Dr Belleville est vraiment un leader dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer à travers le monde. Elle dirige le Consortium québécois pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, le CIMAQ. Puis elle s'est méritée de nombreux prix d'excellence, dont celui de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis la revue Canadian Psychology l'a identifiée parmi les 10 professeurs de psychologie clinique les plus influents au Canada. Donc, je pense que c'est une très bonne personne pour nous parler de la maladie d'Alzheimer. Donc, Dr Belleville, merci. Bonjour, il me semble que je suis petite. Hein? Non, c'est une illusion. Oui, merci. Donc, écoutez, merci d'être venu et puis merci à
aux personnes responsables davantage pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de parler à des gens de la recherche puis de ce qu'on fait. On est habitué de parler à des chercheurs, mais à un moment donné, c'est important de pouvoir être en mesure de faire en sorte que c'est sur quoi on travaille, que le grand public est au courant, que vous êtes sensible aux avancées de la recherche. Il y a quelques mois, l'Association des journalistes scientifiques du Québec me demandait de faire une conférence sur les 10 découvertes des 10 dernières années, selon mon point de vue, évidemment. Alors, j'avais préparé quelque chose qui ressemblait à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me suis dit, quand on m'a demandé de venir parler sur la maladie d'Alzheimer, je me suis dit que ce serait peut-être un bon moment de vous parler de ça, parce que parler des percées, parler des découvertes, c'est aussi vous montrer que les chercheurs travaillent, puis que des fois ils trouvent, ils ne font pas juste chercher, et puis que le domaine avance. Parce qu'il y a quand même des choses, on va voir, qui nous donnent pas mal d'espoir. Mais on va voir aussi que notre conceptualisation de la maladie d'Alzheimer a beaucoup changé depuis quelques années. Juste pour vous dire que la maladie d'Alzheimer, il y a vraiment une urgence à s'y intéresser. Au Canada, il y a 750 000 personnes environ qui sont atteintes et on pense que le nombre va doubler d'ici 15 ans. 750 000 personnes, c'est beaucoup de monde, hein? Et ça correspond à une ville du Québec. Il faut vraiment s'interroger, faire de la recherche parce qu'il y a vraiment un très, très grand nombre de personnes atteintes. Qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, ça a été découverte il y a à peu près un peu plus de 100 ans par un monsieur qui s'appelle Alois Alzheimer. Et c'est une maladie qui est définie sur la base de lésions dans le cerveau. Donc, ce sont des gens qui, quand on regarde leur cerveau, ont ce qu'on appelle des plaques amyloïdes, donc des dépôts d'une protéine qu'on appelle amyloïde et qu'on reconnaît bien, qui est anormalement en trop grande quantité dans le cerveau, à l'extérieur des neurones, qui sont un peu les cellules vraiment de notre cerveau. Et ils ont aussi ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires, qui sont des espèces d'amas de protéines, une autre protéine qu'on appelle tau, et qui, elle, est dans les neurones. Donc, c'est un diagnostic, si on veut, qui est pathologique, qui est biologique. Évidemment, ce qu'on pense, ce qui est important aussi, c'est que ces anomalies qu'on voit dans le cerveau des patients, elles ont un impact. On va voir tout à l'heure qu'il y a des personnes qui, pour des raisons vraiment intéressantes, peuvent avoir ces pathologies-là et ne pas avoir d'impact clinique majeur. On va voir pourquoi tout à l'heure. C'est une des grandes avancées des dernières années. Mais quand on parle de maladie d'Alzheimer, on voit ça dans le cerveau du patient, puis on observe aussi un impact sur la cognition et l'anatomie et l'autonomie. Donc, les gens ont des problèmes de mémoire et ils ont des problèmes dans d'autres fonctions cognitives et ces problèmes sont suffisamment importants pour que la personne ait du mal à réaliser ses activités quotidiennes. Donc, ça veut dire que l'impact est quand même assez majeur, hein? Et ça, c'est important de vous dire que c'est un diagnostic qui est biologique parce que, évidemment, si vous avez une maladie d'Alzheimer, actuellement, je ne vais pas prendre votre cerveau, le couper en tranches pour essayer de voir si vous avez ça. On va être obligé de faire un diagnostic qu'on appelle clinique, c'est-à-dire qu'on va regarder si la personne a des symptômes qui nous donnent à penser qu'il y a une maladie d'Alzheimer. Donc, on va évaluer sa mémoire avec des tests de mémoire, on va situer sa mémoire par rapport à d'autres personnes du même âge, on va évaluer d'autres fonctions cognitives comme la capacité de parler, la capacité de raisonner, la capacité de reconnaître des images, on va regarder si ça gêne son autonomie. Puis c'est juste quand on a cet ensemble de symptômes avec aucune autre explication, donc c'est pas que la personne un problème de thyroïde, c'est pas que la personne a un problème d'AVC, donc il n'y a rien qui explique ça. À ce moment-là, on va dire que c'est probablement un Alzheimer. Donc ça, c'est important de bien garder ça en tête parce qu'actuellement, l'état de nos connaissances ne nous permet pas encore d'être certain du vivant de la personne que c'est une maladie d'Alzheimer. Puis aussi, vous allez sûrement entendre la notion de démence, hein? La question le terme, on
On a utilisé dans le passé le terme démence. Les gens n'aiment même pas ça parce que démence, ça fait un peu fou. On revoit le terme démence qui revient un petit peu à l'avant-plan parce que la démence, ça correspond justement à cette symptomatologie clinique où une personne a des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs et un impact significatif sur l'autonomie. Mais la démence, elle peut être causée par un tas de facteurs, dont la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est un peu pour vous rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Je pense que la plupart des gens ici savent ce que c'est. Mais rappelons-nous un peu dans quel cadre ça se situe. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Et ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose de formidable, c'est qu'on vit longtemps. On vit bien plus longtemps qu'avant. On a gagné des dizaines d'années d'espérance de vie depuis le début du 20e siècle. Mais la conséquence, c'est qu'on a une explosion des cas de maladie d'Alzheimer. Parce que si on vit jusqu'à 85 ans, on a beaucoup de chances, ou de risques plutôt, de développer la maladie. Alors, vous avez ici les chiffres. Pour les plus de 65 ans, 15% des personnes vont avoir une démence. À peu près 70-75% des gens vont être normaux, voire super normaux, dans le sens qu'il y a des gens qui ont l'air de maintenir remarquablement bien leur mémoire, leur cognition. Il y a des gens qui vont avoir des troubles cognitifs légers, donc des petits problèmes de mémoire, pas encore suffisamment forts ou importants pour qu'on puisse parler de démence ou de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est à 65 ans. Regardez comment le bleu et le jaune changent quand on a plus de 85 ans. Bien là, la proportion devient vraiment très, très importante. Donc, c'est intéressant de vieillir, c'est intéressant de vivre longtemps, mais une conséquence pour nous et puis pour la société, c'est qu'il y aura de plus en plus de maladies neurodégénératives de type démence et maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer a plus de 100 ans. Qu'est-ce qui a bougé dans la recherche? Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Je vais vous présenter aujourd'hui 10 avancées, 10 découvertes, entre guillemets, ou nouvelles connaissances qui sont assez récentes. Et je vais essayer de vous dire pourquoi c'est important. Donc, 10 avancées. On va essayer de prendre à peu près 5-6 minutes chacune. Puis après, on passera aux questions. Première chose qu'on connaît maintenant, et je pense que c'est une avancée parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas du tout cette notion. Et maintenant, je pense que la plupart des chercheurs acceptent, réalisent, les cliniciens également, que le moment où on fait le diagnostic actuellement, il est bien plus tardif que le moment où on commence la maladie. Le diagnostic, il se fait probablement 10 à 15 ans, il y en a même qui vont jusqu'à 20 ans après le début de la maladie dans le cerveau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer, c'est des changements dans le cerveau. C'est des pathologies, une neuropathologie qui s'installe dans le cerveau. Le diagnostic qu'on donne actuellement de maladie d'Alzheimer, il est probablement 10 à 15 ans plus tard, 10 à 15 ans après le début. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie très, très progressive. On va faire le diagnostic à la phase démence, donc beaucoup de problèmes, des problèmes qui ont un impact significatif sur l'autonomie. Et ce qui est particulier, c'est on vous dit vous avez une maladie d'Alzheimer légère. Ce n'est pas du tout vrai. La maladie dans le cerveau, quand on donne le diagnostic, elle est déjà très avancée. On parle maintenant d'une très longue phase silencieuse. Donc, vous avez ici le moment où on fait un diagnostic de démence. Donc, vous avez des problèmes de mémoire. La personne a des problèmes de mémoire, elle a des problèmes de langage, elle a des difficultés à s'orienter, ça commence à avoir un impact. La personne ne peut plus gérer facilement son budget, ne peut plus recevoir sa famille comme elle le faisait avant. On va poser un diagnostic de démence. Mais ce qu'on pense, c'est que pendant 15 à 20 ans, il se passait des choses dans son cerveau et il y avait des signes très légers qui étaient présents. On va parler de troubles cognitifs légers pendant 3-4 ans, 5-6 ans. Et avant, il y avait une plainte subjective, probablement. Ça, c'est encore à être démontré. C'est-à-dire que la personne se plaignait, mais on n'est
pas capable de mettre en évidence aucune atteinte objective. Et puis probablement aussi une phase totalement asymptomatique. On pourrait parler ici une phase silencieuse, ici une phase balbutiante. La maladie chuchote, elle est là, elle a très peu d'effet. On va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que ce qu'on a longtemps appelé le stade léger de la maladie d'Alzheimer, le moment où on donne le diagnostic, le moment où le neurologue fait un diagnostic, c'est probablement un stade avancé, quasiment terminal de la maladie. Regardez ici, vous avez 2 cerveaux. Ça vient de mon laboratoire. Samira Mella qui m'a aidé à sortir ces images-là. C'est une imagerie par résonance magnétique. On est capable d'aller faire une photo du cerveau. Et là, c'est impressionnant. On n'a pas coupé le cerveau, hein? On va dans une résonance magnétique, puis on a regardé comme c'est une résolution incroyable. Vous avez ici une femme de 69 ans. C'est une prise comme ça du cerveau. Ce qui est noir, c'est de l'espace, c'est du liquide céphalorachidien, donc c'est du rien. Le cerveau, il est en blanc et en gris. C'est la matière grise, ça, c'est la matière blanche. Vous avez ici le cerveau d'une femme sans trouble cognitif, tout à fait normal. Ici, une femme qui vient tout juste de recevoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Regardez le niveau d'atrophie cérébrale de cette dame. Un stade très léger. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Puis on va voir l'importance de cette notion-là sur la recherche et sur l'établissement de la cause de la maladie. Bien, ce que ça nous dit, c'est que quand on donne un diagnostic, ça fait déjà longtemps que la maladie a évolué. Puis à un moment donné, il y a tellement d'impact qu'on va voir l'impact sur les troubles cognitifs. Mais la maladie, elle est là depuis très longtemps. Elle a fait ses ravages depuis très longtemps. Alors, évidemment, il y a une petite animation que je ne voulais pas, mais en tout cas, la petite boîte ne doit pas être maintenant là. Bien, écoutez, attendez, je vais faire ça mieux. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, c'est important parce que cette notion-là pourrait expliquer qu'on n'a pas encore trouvé la cause de la maladie, ni un remède pour la maladie. Alors, vous vous imaginez que si les chercheurs utilisent pour trouver la cause de la maladie, une maladie qui est déjà très, très avancée, puis donnent un médicament alors que le cerveau a perdu une grande partie de sa substance, on ne peut plus faire grand-chose. C'est avant qu'il faut travailler. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Puis évidemment, si on trouve un médicament à un moment donné, il va falloir l'offrir tôt. Donc, il faut un diagnostic plus précoce. Une autre notion intéressante, et ça, je pense que certains chercheurs de mon équipe et d'autres équipes à Montréal ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est essayer de trouver des tests qui nous permettent de devancer le diagnostic. Pas nécessairement pour vous donner un diagnostic maintenant, parce qu'on n'a pas de médicament, etc., mais quand le médicament va arriver, ça va être très important que les chercheurs soient prêts à utiliser des tests qui soient sensibles. Et on en a quelques-uns. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait une étude qu'on appelle prospective, diagnostic prospective. Donc, on prend des gens qui sont à risque, qui n'ont pas la maladie diagnostiquée, mais ils ont un risque. Soit qu'ils se plaignent de leur mémoire, soit qu'ils ont des tout petits troubles cognitifs, soit qu'ils ont un risque génétique parce qu'ils ont beaucoup de membres de leur famille qui l'ont. Et là, on va les suivre dans le temps, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, etc. Là-dedans, il y en a qui vont toujours rester stables, qui ne vont jamais évoluer, progresser. Puis il y en a qui vont développer la maladie l'année d'après, ou 2 ans après, ou 3 ans après. Ce que ça permet de faire, ça, c'est de savoir, vous savez, ce groupe-ci, ils n'ont jamais évolué, c'était des gens qui, ici, étaient normaux. Mais ce groupe-ci, ils ont évolué plus tard, donc probablement que la maladie était déjà dans leur cerveau. Et on va essayer de déterminer, est-ce qu'on est capable de les distinguer? Pas ici, parce qu'ici, ils ont déjà leur diagnostic. Est-ce qu'on est capable de les distinguer avant?
Est-ce qu'on est capable de les différencier avant? Puis ça va nous permettre d'identifier des tests, des marqueurs précoces. On a trouvé qu'effectivement, une batterie d'environ 40 minutes, puis là, c'est juste des tests cognitifs, donc c'est vraiment très simple, ça ne demande pas des gros équipements. On est capable de distinguer à 90% ceux qui vont rester stables versus progresser vers la maladie 4 ans plus tard. Et donc, on est capable de devancer le diagnostic de 4 ans. Comment on fait ça? Avec des tests de mémoire. Ça, ce n'est pas les bons mots, puis ce n'est pas la bonne histoire. Comme ça, vous n'allez pas étudier. Mais on présente des mots comme ça, les gens doivent les mémoriser et puis les rapporter. Ou alors, on présente une petite histoire, puis on demande après un rappel immédiat ou après quelques minutes. Mais ça, c'est un test de mémoire. On sait que la mémoire, elle est touchée, mais on a aussi des tests tout simples, comme par exemple, on demande, est-ce que ces deux lignes sont parallèles? Ici. Est-ce qu'elles sont parallèles? Oui. Ici? Non. Bon, ça va. Vous êtes dans mes stables. Est-ce que ces objets existent vraiment ici? Est-ce que ça existe, ça? Dans la vraie vie, oui? Ça ici? Merci. Vous l'avez eu. Formidable. On peut aussi tester la mémoire de travail, cette mémoire qui permet de maintenir l'information à jour dans notre buffer. Par exemple, ici, je vous demanderais de rappeler cette série-là, mais dans l'ordre alphabétique. Chien, table, jupe, sac. Excellent. Voilà, formidable. Vous êtes rassurés. Mais écoutez, on fait ce type de test, on fait plusieurs essais, évidemment. Là, j'ai fait quelques essais seulement. Et la performance nous permet de distinguer. Maintenant, ça peut prendre un peu de temps. On peut aussi utiliser la neuroimagerie. Avec Frédéric Peters, un étudiant à moi, on a montré qu'en utilisant la neuroimagerie puis en allant évaluer l'épaisseur du cortex dans certaines régions bien spécifiques du cerveau, on pouvait avoir aussi une capacité à prédire 2 ans à l'avance qui va progresser vers une maladie d'Alzheimer. Donc, tout ça, c'est pour vous illustrer le fait qu'on est très, très impliqué dans essayer de trouver des bons marqueurs fiables, un peu plus précoces qu'actuellement, de la maladie, parce que si on fait un diagnostic quand le cerveau est très atteint, on a un problème. Donc, on veut faire le diagnostic avant. Et c'est important parce que, évidemment, pour la recherche, il est essentiel d'avoir accès au tout premier stade de la maladie, puis éventuellement, il faut reculer encore plus un moment pour identifier ce qui se passe dans le cerveau. OK? On a mis en place un consortium qui s'appelle CIMAQ, et peut-être que certains d'entre vous connaissent CIMAQ, parce que je sais que ça a déjà été présenté ici. L'année dernière, Dr Serge Gauthier avait présenté une conférence grand public sur la maladie d'Alzheimer. CIMAQ, justement, vise à identifier les patients très précocement, puis on va aller chercher 50 personnes qui n'ont pas de symptômes, des gens qui ont une plainte subjective, un trouble cognitif léger, puis une démence. On va très, très bien les évaluer et on va les suivre dans le temps. Donc ça, c'est une autre avancée très importante, toute la notion du diagnostic précoce. Autre donnée très intéressante, ça, je sais que ça va vous intéresser, le reste aussi, évidemment. Mais une donnée très intéressante, c'est que de plus en plus de travaux montrent que il y a des causes modifiables à la maladie d'Alzheimer. Évidemment, il y a des causes génétiques. Évidemment, il y a des susceptibilités génétiques. Mais en fait, un estimé de la littérature a permis à certains chercheurs de proposer qu'à peu près 50% des cas de maladie d'Alzheimer dans le monde pouvaient être reliés à des causes qui sont modifiables. Qu'est-ce qu'on entend par des causes modifiables? Ça ne veut pas nécessairement dire des causes qui n'ont aucune ramification génétique. Ça veut dire que c'est des causes sur lesquelles on peut agir, nous comme individus, comme société ou comme médecins.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les facteurs de risque vasculaire. On a estimé dans cette étude de Barnes et Yaff qu'à peu près 10% des cas de maladie d'Alzheimer pouvaient être associés à des facteurs de risque vasculaire. Ça, facteur de risque vasculaire, ça veut dire dépression, ça veut dire hypertension, ça veut dire diabète, ça veut dire donc tous les facteurs de risque qui augmentent, qui ont un impact sur notre santé vasculaire. 10% étaient associés à la dépression. Ça veut dire que si vous êtes déprimé, vous avez plus de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer. Si vous avez des facteurs de risque vasculaire, vous avez plus de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer. L'inactivité physique, le fait d'être sédentaire physiquement, est associé à 12% des cas de maladie d'Alzheimer dans le monde. Puis évidemment, aux États-Unis, là où il y a beaucoup de gens qui sont sédentaires, l'inactivité physique compte pour beaucoup de cas. Le tabagisme, c'est étonnant, n'est-ce pas? 13%, selon la littérature, pourrait être dû au tabagisme. Ça, c'est un facteur hautement modifiable. Et l'inactivité cognitive, 19% dans le monde, des cas de maladie d'Alzheimer pourraient être reliés à l'inactivité cognitive. Généralement, c'est évalué avec l'éducation, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le fait d'avoir été longtemps à l'école, c'est aussi le fait d'avoir des hobbies stimulants intellectuellement, c'est le fait de venir ici, c'est le fait d'avoir eu un métier qui est stimulant intellectuellement. Donc, le fait, finalement, on va avoir des explications tout à l'heure, le fait d'avoir une activité cognitive qui est intense et stimulante. Et cette étude-là, qui est une étude vraiment très intéressante, indiquait que si on réduisait de 10% ces facteurs de risque, ce n'est pas beaucoup, on pourrait réduire de plus d'1 million le nombre de cas dans le monde. Donc, on pourrait avoir un impact majeur en changeant des habitudes de vie et des facteurs de risque modifiables. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? On ne peut pas choisir sa génétique. C'est difficile de choisir son père, sa mère, mais on peut choisir son style de vie. On peut avoir un impact sur son style de vie. Et donc, ça a amené plusieurs études qu'on appelle des études de prévention qui ont essayé de voir est-ce qu'on peut changer le style de vie des individus pour réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Une de ces études-là, on est en train de la partir. On va commencer le recrutement au mois de novembre. C'est financé par la famille Chagnon. D'ailleurs, c'est une étude dans laquelle on va amener les gens à modifier leur style de vie en étant plus actifs physiquement, en adoptant une diète méditerranéenne et en faisant des activités cognitives stimulantes par le loisir. Donc, avoir des loisirs qui sont stimulants intellectuellement. C'est un peu comme vous faites aujourd'hui. Et on va utiliser tout simplement, ça va être par appareil mobile, donc on va utiliser la technologie mobile. Et c'est Lucie qui va être une espèce de coach virtuel qui va amener les personnes âgées à risque de maladie d'Alzheimer à adopter un style de vie qui est stimulant sur le plan qui est sain pour son cerveau. Donc, il y aura différentes informations qui vont être amenées. La personne va établir son propre programme et l'application mobile va donner des stimulants ou va aider la personne à modifier son style de vie puis à maintenir un style de vie sain. Un autre exemple de projet qu'on est en train de faire, c'est un projet qui est financé par le Consortium canadien pour la neurodégénérescence liée au vieillissement. Ça s'appelle Engage. Et ici, on va faire appel aux activités de loisirs stimulantes comme apprendre la musique, apprendre une langue seconde, faire des jeux vidéo qu'on connaît comme étant stimulants pour l'attention, écouter des documentaires, tout ça pour se créer un style de vie qui nous permet d'être plus actifs intellectuellement. Quatrième notion, quatrième avancée dont je vais vous parler, et ça c'est un peu lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la prévention. Des données très intéressantes qui ont montré que certaines personnes pouvaient mourir
c'est pas drôle de mourir, mais bon, elles sont mortes. Elles avaient dans le cerveau, et ça, en fait, c'est une grande étude qui a suivi des sœurs religieuses. Ce sont des sœurs religieuses à Chicago, dans le coin de Chicago, en Illinois, ces personnes-là ont accepté de donner leur cerveau. Puis, ils se sont fait évaluer de façon très, très régulière à chaque année. Et elles acceptaient de donner leur cerveau très généreusement pour faire avancer la recherche. Et les chercheurs ont observé que certaines de ces personnes avaient la pathologie de la maladie d'Alzheimer, mais n'avaient jamais eu aucun des symptômes pendant leur vie. Wow! Ça, c'est une des données extraordinairement importantes des années récentes. Vous avez ici un graphique un petit peu compliqué, là, mais ça ici, c'est le niveau de pathologie dans le cerveau que les gens avaient. Ça, c'est les données de l'article scientifique en question. Hein? C'est David Bennett. Ici, vous avez un niveau important de pathologie. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui avaient beaucoup de pathologie Alzheimer dans le cerveau. Et vous avez 3 groupes de personnes. Les gens qui avaient beaucoup de scolarité, 22 ans, c'est beaucoup ça. Hein? Puis des gens qui avaient moins de scolarité. Ils en avaient quand même pas mal, mais ils en avaient moins. Et regardez ici, ce qu'on observe, c'est que ces gens-là avaient beaucoup de pathologies dans le cerveau, mais n'avaient presque pas de problèmes cognitifs. Alors que ces gens-là, qui avaient le même degré de pathologie dans le cerveau, mais moins d'éducation pendant leur vie, avaient beaucoup de problèmes cognitifs. Ce que ça nous dit, ça, c'est que les gens qui ont été stimulés durant leur vie, en tout cas ici, c'est sur la base de l'éducation, mais on va voir qu'il y a d'autres éléments, les gens qui ont été très stimulés durant leur vie, même s'ils ont la pathologie Alzheimer dans leur cerveau, pour des raisons qu'on commence à comprendre, ils n'avaient pas de symptômes de la maladie. Ils se défendaient de la maladie. La maladie était inagissante. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Ce n'est pas juste les sœurs religieuses de l'Illinois qui ont ça. Ça, ici, ce sont des données de mon laboratoire, ici à l'Institut de gériatrie. On a regardé le volume du cerveau en fonction de l'âge. On a regardé, est-ce que l'éducation protège? Puis évidemment, on prend l'éducation, mais on sait qu'une personne qui est éduquée, c'est aussi quelqu'un qui est curieux, qui fait des choses, qui a des hobbies stimulants. Donc, c'est un peu pour aller chercher cette notion-là. Vous avez la taille du cerveau, le volume de la matière grise, en fonction de l'âge. Bon, on voit que ça descend. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Le cerveau perd de son volume avec l'âge. Mais ici, vous avez exactement le même graphique, sauf que ce que j'ai fait, c'est qu'on a mis en rouge les gens qui avaient moins de scolarité et en bleu les gens qui avaient plus de scolarité. Et ce qu'on observe, c'est que cette diminution de la taille du cerveau, elle n'est pas présente chez les gens qui ont plus de scolarité. Il n'y a juste presque pas d'effet sur le cerveau. Ici, 2 exemples de personnes normales de 75 ans, une avec beaucoup de scolarité et une avec moins de scolarité. Et on voit que le cerveau est très différent, comme si cette personne-là avait été protégée des effets du vieillissement sur le cerveau, dû au fait qu'elle a eu une vie très, très active sur le plan intellectuel. Il y a une hypothèse qui est actuellement extrêmement à la mode, puis je pense qu'il faut que vous reteniez ça, c'est l'hypothèse de la réserve. Ce n'est pas la réserve fédérale, mais quasiment. Bon, moi, j'ai ici une petite réserve. Hein. On sait c'est quoi une réserve. Faites une réserve. Pourquoi vous faites une réserve? Parce que quand arrive un mauvais coup, vous allez piger dans votre réserve. Puis vous n'allez pas mourir de faim. C'est comme si, bon, il y a une crise du verglas, vous allez continuer à manger. Et très bien, parce que vous avez une réserve. Bien, l'hypothèse, elle dit la même chose. Elle dit que certaines personnes auraient peut-être plus de neurones ou plus de réseaux, ou des réseaux plus riches ou plus efficaces. Et cette réserve-là, quand arrive le vieillissement ou la maladie d'Alzheimer, ou peut-être même un traumatisme crânien ou d'autres problèmes au niveau de leur cerveau, bien, cette réserve-là, elle permet de résister, elle permet de compenser, elle vous permet de mieux combattre la maladie. Puis évidemment, c'est ça qui compte.
Parce que ce qui compte, c'est qu'on puisse combattre la maladie. Et puis ça, c'est un de mes étudiants qui s'appelle Gabriel Ducharme-La-Liberté, et avec Benjamin Boller. Lui, il a été voir c'est quoi les changements qu'on observe. Puis les petits points ici, c'est les changements où lui a vu que dans la littérature, il y a des effets liés à la stimulation intellectuelle ou à la réserve. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits dans le cerveau qui sont différents chez des gens qui ont plus de réserve. Et ça, c'est une étude très intéressante. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je vous parlais de l'amyloïde tout à l'heure. Cette étude-là, elle montre que les personnes qui ont eu une vie stimulante intellectuellement, et je ne parle pas des gens plus éduqués, les gens qui ont eu une vie stimulante, des hobbies stimulants, eux autres, ils aiment aller au musée, ils aiment apprendre des nouvelles choses, l'iPad, ils apprennent ça, etc. Bien, ce sont des gens qui, quand on regarde leur cerveau, ont moins d'amyloïdes. Donc, cette espèce de protéine qui est le signe de l'Alzheimer, ben, ils en ont moins dans leur cerveau. Vous avez ici des jeunes, puis vous avez ici ces gens qui sont très stimulés intellectuellement, ils sont quasiment pareils. Alors que les gens qui avaient une vie moins stimulante, eux, ils sont quasiment comme les personnes Alzheimer. Donc, ça veut dire peut-être que le fait d'être stimulé intellectuellement, non seulement il nous protège, on résiste mieux, mais la maladie est moins présente dans notre cerveau. C'est un mystère extraordinaire. Là, je vous montre vraiment où on en est dans la recherche, parce qu'on ne sait pas encore pourquoi. Mais ça, c'est extraordinaire comme notion. Alors, qui sont ces personnes? Ce sont des gens plus éduqués, qui sont allés à l'école plus longtemps. Ce sont des gens stimulés intellectuellement. Ce sont des gens aussi, notion intéressante, réseau social riche. Plus d'amis. Peut-être parce que quand on a des amis, on sort plus, on fait des choses, on apprend, on est confronté. Il y a aussi des gens plus actifs physiquement avec une bonne santé vasculaire. On pense aussi qu'ils ont une bonne réserve. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? On est tous très différents face au déclin cognitif. Il y a des petits chiens, il y a des grands bergers allemands qui se défendent très bien. Ben, peut-être qu'on peut agir même tard dans la vie pour se créer une forme de réserve protectrice. J'ai parlé de l'éducation. L'éducation, on a ça quand on est jeune. Mais moi et d'autres, on pense qu'on peut se créer une forme de réserve jusqu'à très tard dans la vie et jamais trop tard. Alors ça, c'est un peu l'objet de mes recherches. Alors, on a parlé de réserve. On va parler maintenant des femmes, des différences sexuelles. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de femmes. Les femmes sont plus affectées. Souvent, c'est les proches aidants qui sont plus des femmes, pas juste les conjointes, les filles, les belles-filles. Ceux qui s'occupent professionnellement des personnes avec une maladie d'Alzheimer sont plus souvent des femmes aussi. Donc, les femmes sont vraiment... La maladie d'Alzheimer est vraiment une maladie de femmes. Les femmes sont plus susceptibles de développer la maladie. C'est une notion importante. On a longtemps pensé que peut-être c'était dû au fait que les femmes vivent plus longtemps. Si elles vivent plus longtemps, c'est normal qu'elles aient davantage la maladie. Mais cette différence homme-femme, elle est quand même présente, même chez les cas plus tôt, même les cas qui arrivent tôt, à 50 ans, 60 ans. Donc ce n'est pas vraiment une question de longévité. Donc, 2 à 3 fois plus fréquente chez les femmes, et on connaît pas, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est lié à nos hormones? On ne sait pas. On sait que les femmes ont un plus petit cerveau, plus petit hippocampe. Je ne sais pas, moi, je n'y crois pas trop. Mais une chose importante, les femmes ont peut-être moins de réserve. Je vous ai parlé de réserve tout à l'heure. C'est quoi une des façons d'évaluer la réserve? L'éducation. Est-ce que les femmes très âgées étaient moins éduquées, peut-être, formellement? Je ne parle pas de l'éducation qu'elles recevaient de façon informelle, mais les femmes, peut-être, ont moins accès à des choses dans leur vie qui leur créent une forme de réserve. Alors moi, j'ai assez confiance, si c'est le cas, que tout ça va un peu se balancer au fur et à mesure que les femmes vont avoir plus accès à de l'éducation, à des métiers stimulants. Elles vont peut-être se construire une réserve. Alors, c'est bien important. Les maladies du cerveau ont des préférences sexuelles.
On s'en est assez peu préoccupé, mais peut-être que là, il y a une clé intéressante pour comprendre la maladie. Vous avez ici les maladies qui sont très sexualisées. L'autisme, 9 hommes pour une femme. La dyslexie, 15 hommes pour une femme. Ça, c'est pas juste... c'est pas toujours les femmes qui sont désavantagées. Vous voyez ici des maladies où c'est vraiment les hommes qui sont désavantagés. Gilles de la Tourette, 4,5 hommes pour une femme. Alzheimer, 3 femmes pour un homme. Sclérose en plaques, plus de femmes aussi. Donc, les maladies du cerveau n'ont pas l'air d'affecter de la même façon les femmes et les hommes. Comprendre ça va peut-être nous aider à comprendre les maladies du cerveau. Donc ça, c'est aussi une avancée importante. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de questions, peut-être pas des réponses sur tout, des éléments de questions, mais c'est peut-être une voie pour comprendre la maladie. 6e découverte ou avancée, l'amyloïde. Je vous ai dit tout à l'heure que la maladie d'Alzheimer, elle se caractérise par des dépôts d'amyloïde dans le cerveau. Vous en avez ici. Vous avez ici les dépôts amyloïdes. Il y a beaucoup... J'ai l'habitude de dire le 20e siècle, c'était le siècle de la bêta-amyloïde. On disait c'est la cause de la maladie. Le 20e siècle, c'est le siècle dernier. On pensait que la maladie, elle était causée par le fait qu'on accumulait beaucoup d'amyloïdes dans notre cerveau. Puis on sait que l'amyloïde, elle est toxique. Elle tue les neurones. Puis aussi, on sait qu'il y a une variante génétique de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont beaucoup de maladies d'Alzheimer à cause d'une mutation du précurseur de la protéine amyloïde. Donc, tout ça nous disait, peut-être qu'effectivement, l'amyloïde cause la maladie d'Alzheimer. On va enlever l'amyloïde du cerveau des patients, ça va les guérir. Et formidable, on a trouvé des façons d'aller bloquer l'amyloïde. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, 21e siècle, pour moi, c'est le siècle où l'amyloïde est mise à mal. Puis, vous savez, il y a beaucoup de monde qui avait beaucoup d'espoir de guérir la maladie d'Alzheimer parce qu'on arrivait à enlever l'amyloïde du cerveau. Bon, il y a différentes raisons pour lesquelles probablement, il y a un problème avec cette hypothèse-là, mais la plus importante, c'est les médicaments qui bloquent la production d'amyloïde ou qui la retirent n'ont aucun effet sur la maladie. Ça, c'est un problème. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? Bien, évidemment, si ce n'est pas l'amyloïde qui est la cause de la maladie, on ne pourra pas guérir correctement. Parce que si vous voulez guérir une maladie, vous devez connaître la cause. Et c'est pour ça que les chercheurs en recherche fondamentale, qui travaillent avec des souris, qui travaillent en recherche animale, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui vont trouver la cause de la maladie. Alors, si peut-être pas l'amyloïde, si ce n'est pas l'amyloïde, c'est quoi la cause? Est-ce qu'on peut explorer d'autres voies? Ou peut-être que c'est parce qu'on donne le médicament trop tard. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on donne un diagnostic, le cerveau est très atteint, peut-être qu'il fallait le donner plus tôt. Ça, donc, on est en train d'explorer ces voies-là dans la recherche. Voilà une hypothèse intéressante peut-être qui expliquerait la maladie. Ce qu'on a découvert, c'est que la maladie, elle est très étrange. Elle a l'air de se propager de neurone en neurone. Je vous donne elle commence très profondément dans le cerveau, dans un cortex qui est à peu près ici, là, proche des oreilles, mais au fond. Et puis, elle s'en va juste à côté, et juste à côté, et juste à côté. Elle se propage. Et ça, c'est une hypothèse très intéressante. Et j'ai ici emprunté une diapositive de ma collègue qui s'appelle Nicole Leclerc, qui, elle, a cette hypothèse que la maladie, elle est peut-être causée par une propagation de la pathologie tau, qui est l'enchevêtrement neurofibrillaire, de neurone en neurone. Donc, quand on a une synapse, quand on a 2 neurones qui communiquent, bien, il se passe la maladie. Un peu comme un rhume.
Il se serre la main, les neurones, il se passe la maladie. Et c'est pour ça que la maladie commence de façon très, très isolée, et puis elle se déplace tranquillement. Puis là, à un moment donné, elle atteint tout le cerveau. Très intéressant comme hypothèse parce que, évidemment, ça nous amène vers tout un autre champ thérapeutique ou peut-être qu'on pourrait bloquer cette protéine qui s'en va de neurone en neurone pour empêcher sa propagation. Donc, on va essayer de capturer, bloquer la propagation de cette protéine-là. Alors, ça suscite beaucoup d'espoir. Moi, j'étais à Washington au dernier congrès sur la maladie d'Alzheimer. Beaucoup d'espoir pour essayer de bloquer la propagation. Mais encore une fois, si vous voulez bloquer la propagation, vous devez le faire quand ce n'est pas propagé. Hein? Si c'est déjà propagé, c'est trop tard. Il faut le faire tôt, encore une fois, tôt. On va bloquer tôt la protéine tôt. Alors, 8e découverte, et ça nous ramène un petit peu à la notion de la réserve, c'est qu'il est possible d'augmenter la plasticité cérébrale dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer. On veut évidemment empêcher la maladie, on veut guérir la maladie, mais peut-être qu'on pourrait aussi développer des stratégies pour protéger davantage l'individu des effets de la maladie. Et moi, dans notre équipe, on s'intéresse beaucoup à la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est lié au fait que le cerveau est en fait extrêmement réactif, très flexible, et il réagit énormément aux agressions, aux stimulations. Et la plasticité, on définit ça comme des changements qui vont se passer soit au niveau de la structure, donc, par exemple, des synapses qui vont se construire, ou de la fonction des réseaux qui vont être plus efficaces et qui vont venir quand le cerveau est agressé, quand vous dormez mal, par exemple, quand vous avez un AVC, un accident vasculaire cérébral, quand on vieillit et qu'on a des neurones moins fonctionnels, quand on a une maladie d'Alzheimer, on pense que la plasticité cérébrale pourrait jouer pour compenser. La plasticité cérébrale, elle joue aussi quand on apprend des choses. Donc, quand vous êtes en train d'écouter ma conférence, bien, vous êtes en train de faire des synapses puis de vous faire des nouveaux chemins et vous avez énormément de plasticité cérébrale encore. On a toujours pensé que la plasticité cérébrale, c'était particulièrement fort chez l'enfant. L'enfant, il a un cerveau extrêmement plastique, mais après 5 ans, c'est fini. Or, ce n'est pas le cas. On continue à avoir un cerveau plastique tout au long de la vie, moins plastique peut-être, mais quand même plastique. On continue à développer de nouvelles connexions entre les régions, puis on se défend des maladies du cerveau. Nos données ont montré que pendant cette phase très silencieuse de la maladie dont je vous ai parlé, ou la phase plus balbutiante, le cerveau est suractivé. Il active énormément ses neurones. Il est en grande activation. Et ça, ce que ça nous indique, c'est que le cerveau, il a la maladie et il combat cette maladie-là en augmentant le degré d'activation cérébrale. Bon, ça, c'est nos données qu'on a publiées, mais c'est pour vous montrer là, que quand on regarde des personnes âgées, normales, on voit que les personnes avec la maladie d'Alzheimer en début, ils activent davantage. Le jaune, c'est l'activation. Puis ils activent davantage à différentes régions du cerveau. Donc, ça nous amène à dire que les premiers stades de la maladie, c'est une phase de grande plasticité. Les gens mettent en place tout un tas de... Le cerveau met en place des processus de plasticité et de compensation qui fait que même si le cerveau est affecté pendant toute cette phase-là, les symptômes sont très, très légers. C'est ça qui explique la phase silencieuse. C'est le fait qu'il y ait énormément de plasticité qu'on va appeler naturelle. Et ce qu'on a montré, c'est que si on donnait un certain type d'entraînement cognitif, bien, on a des résultats très similaires, c'est-à-dire un cerveau qui suractive, qui est plus actif.
Donc, si on invite les gens, par exemple, au programme Mémo qu'Anne-Sophie va donner, qu'on regarde leur activation cérébrale avant et après, ce sont des gens avec des troubles cognitifs légers, donc dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, ben ces gens-là vont augmenter leur plasticité cérébrale et ils vont augmenter leur activation. Donc, c'est un programme qui nous permet de dire, bon, peut-être qu'on a permis de tabler, d'augmenter la plasticité. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, ça dit qu'on peut peut-être augmenter cette plasticité dans les premiers stades de la maladie. On peut adopter des changements pour stimuler le cerveau et peut-être même des approches pharmacologiques qui stimulent la plasticité cérébrale pour aider les personnes avec maladie d'Alzheimer. J'ai parlé jusqu'à maintenant beaucoup des premiers stades de la maladie, du diagnostic précoce, donc toute cette notion de prévention, d'agir pour essayer de développer des formes de résilience à la maladie. Les deux derniers points que je voulais vous présenter, ce sont des points qui nous parlent des stades plus avancés. Je dirais que ce qui a intéressé les chercheurs, c'est les stades très, très légers de la maladie, même pré-diagnostic, mais on a aussi développé une sensibilité au stade très avancé de la maladie parce que souvent, ce sont des gens qui étaient vraiment laissés à eux-mêmes. Et la recherche ne s'avançait pas dans ces eaux périlleuses, si on veut. Une donnée très, très importante des dernières années, puis c'est une donnée. Je pense que c'est aussi parce que les gens se sont rendus compte que c'était effectivement vrai et que ça pouvait avoir un impact clinique majeur. C'est la donnée selon laquelle ce sont les troubles du comportement et non pas les troubles de la mémoire chez des patients qui ont un diagnostic d'Alzheimer. Ce n'est pas les troubles de la mémoire qui vont faire que le proche va décider d'institutionnaliser la personne atteinte. Ce sont les troubles de comportement. Les troubles de comportement précipitent l'institutionnalisation des personnes qui sont atteintes de la maladie. Qu'est-ce que c'est les troubles du comportement? Il y a une appellation plus, je dirais, médicale. On va utiliser le terme symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. C'est l'agitation. C'est le dérèglement du cycle éveil-sommeil, donc des patients qui se réveillent la nuit, des patients qui vont faire des fugues, des personnes qui vont crier, qui vont être agressives, qui vont déambuler de façon continue, qui vont avoir des symptômes d'opposition. 90% des patients qui ont le diagnostic de la maladie ont au moins un de ces symptômes-là. Et dans un tiers des cas, ce sont des symptômes sévères. Et évidemment, c'est des symptômes qui sont plus importants quand les gens sont plus avancés dans la maladie, mais ils peuvent être aussi présents assez tôt. Or, le problème, c'est les gens ne savent pas comment gérer avec ce type de symptômes. Ils ont l'impression que l'Alzheimer, c'est la mémoire. Ils n'ont pas cette notion que l'Alzheimer peut aussi se caractériser par des problèmes de ce type-là. Les gens ne sont pas préparés. Ils n'ont pas d'outils. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ce sont des symptômes qui sont extrêmement difficiles pour les proches aidants. C'est aussi difficile pour les aidants professionnels, pas juste pour les proches aidants. Ici, à l'Institut, ça fait partie des symptômes qui rendent difficile la gestion d'une unité, par exemple. Le fait de partager une chambre avec quelqu'un qui a ce type de problème ou le fait d'être sur une unité avec plusieurs personnes qui ont ce type de problème, ça a un impact évidemment majeur sur le stress des proches, sur la qualité de vie, et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça provoque l'institutionnalisation. Et ce qu'on a réalisé, ce sont des interventions qui répondent assez bien aux approches non pharmacologiques. Le fait de modifier l'environnement, le fait de stimuler la personne, le fait d'avoir une façon d'interagir qui soit adaptée à ce type de comportement. Et ici, à l'Institut, on a des psychologues et des psychiatres qui ont développé une expertise extraordinaire dans ce domaine-là qu'ils sont en train de diffuser partout au Québec. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante, c'est-à-dire tenir compte des syndromes comportementaux de la maladie d'Alzheimer
pas juste des problèmes cognitifs. L'autre élément intéressant, l'importance des souvenirs anciens. Ça, c'est plus dans le positif, je dirais. Les souvenirs anciens, c'est quoi? C'est les souvenirs de quand on était jeune. Hein? C'est ce que l'école où on allait, le type de choses qu'on faisait, ce qu'on aimait comme musique, la berceuse qu'on chantait à nos enfants. Donc, tout ce qui est de l'ordre d'il y a plusieurs années. Ce qui est très important de rappeler, c'est que chez tout le monde, les souvenirs anciens sont résistants. Ils sont très résistants, ils résistent mieux, ils résistent bien à l'oubli, ils sont mieux préservés que les souvenirs récents. Puis c'est normal parce que souvent, ce sont des souvenirs qu'on a rappelés plusieurs fois, qu'on a répétés, qu'on a ramenés, etc. Ils sont plus consolidés. Et puis en plus, on les a mis en mémoire alors qu'on avait une mémoire de petits jeunes fringants. C'est particulièrement vrai pour la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que les personnes avec maladie d'Alzheimer, si vous avez ici des proches atteints, vous savez que les souvenirs anciens sont préservés souvent. Et c'est la réminiscence, on va utiliser ça pour essayer d'augmenter la qualité de vie de ces gens en les amenant à évoquer des souvenirs agréables du passé via la musique, via la photographie, les objets, etc. Et ce qu'on a montré, et ça, c'est certains chercheurs ici, et on a aussi une équipe clinique qui fait ça avec les patients à l'hôpital, c'est que le fait au lieu d'essayer de dire « ma mère, elle a un problème de mémoire, je ne veux pas qu'elle parle du passé », parce qu'elle parle toujours du passé, puis ça ne va pas stimuler sa capacité à mémoriser des choses récentes. Mais non, parce que, justement, le fait de parler du passé lui procure un tel bonheur, un tel plaisir, un bien-être. De toute façon, c'est ça aussi la vie, c'est s'assurer que la personne a une belle qualité de vie. Ça favorise la communication. Quand on fait parler la personne de son passé, ça maintient son estime d'elle-même, son identité, ça lui procure du plaisir, ça brise l'isolement. Quand un petit enfant pose des questions à sa grand-mère ou son grand-père sur ce qu'il faisait quand il était plus jeune. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste pour le patient que c'est bon aussi pour les aidants qui vont avoir ce type d'approche. Ça augmente la satisfaction au travail du personnel soignant. Ils connaissent mieux la personne avec qui ils travaillent. Ils réalisent que c'est une personne qui a une vie, mais oui, elle a une vie, elle a été une personne, oui, elle est toujours une personne, et on peut interagir avec cette personne-là. Puis on donne un sens d'humanité aussi à son travail. Fait que je voulais terminer avec cet élément un peu plus positif. Alors finalement, le vieillissement, c'est un cadeau fabuleux. Moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Il paraît qu'on va vivre jusqu'à 120 ans. Ça, c'est des gens très flyés qui nous disent ça. Mais évidemment, il ne faut pas que la maladie d'Alzheimer nous vole ça. C'est une maladie, l'Alzheimer. Ce n'est pas du vieillissement normal. La recherche avance. Croyez-moi, la recherche avance. Il y a plusieurs voies qui sont intéressantes. Il faut poursuivre nos efforts. Moi, je sais que les chercheurs au Québec ont beaucoup de volonté de continuer à faire des découvertes et on va vous les transmettre comme ça à chaque année. Je vous souligne qu'il y a quelques formations, conférences, qui peuvent vous aider à stimuler votre cerveau. Par exemple, Mémo, utilisation du iPad, des formations qui sont offertes ici à la conférence Avantage. Et aussi, vous pouvez, ça c'est des données, c'est des informations qu'a déjà donné Dr. Lucier. Si vous avez envie de référer des participants ou de venir pour les deux projets dont je vous ai parlé, le projet avec l'application mobile et le projet avec des loisirs, nous on recrute des personnes, on a des critères d'inclusion évidemment, il faut que ce soit des gens qui soient à risque, mais vous pouvez envoyer un mail à projetmémoire@gmail.com ou alors, si vous avez envie de participer à la banque de participants sur d'autres projets, voici les coordonnées. Fait que je vous remercie de votre attention et je remercie aussi mon équipe qui est toujours présente, dont certains ici dans la salle. Merci.